Salut! Avant de commencer l'émission, on se retrouve juste pour vous faire un petit message. Vous verrez que juste derrière nous, là, nos médias en fait ont été bloqués par YouTube. Ils ont été censurés allègrement. Et donc, voilà, donc on vous a mis des petits damiers de toute beauté pour que quand même vous puissiez bénéficier de la continuité de l'émission sans grosse coupure. Mais il faut savoir que sur les prochaines émissions, je pense qu'on va mettre très peu de médias comme ceci. Voilà, pour éviter d'avoir une émission qui est toute assurée. Voilà, il faut s'adapter forcément aux règles des droits d'auteur, c'est normal. Et du coup, on va s'adapter nous aussi pour structurer nos émissions différemment afin justement de pallier à ce problème. Et on va vous laisser avec notre émission sur Bakuman. Bonne émission! Bonjour, bonsoir à tous, c'est Jérôme FZ et vous êtes bien sur le Morio Show. Nous sommes toujours en compagnie d'Evan, salut. Salut, bonsoir à tous et évidemment, comme d'habitude, je suis très content d'être là. Et nous avons aussi Romain à la technique. Salut. Alors pour cette 18e émission, nous allons plonger dans l'univers des mangaka, de la création d'une histoire à la validation du manuscrit. Et si vous vous demandez comment créer un manga, il n'y a qu'une seule œuvre pour vous répondre, c'est Bakuman. Poursuivez vos rêves, car avant même de les atteindre, ils vous emmèneront loin. Avez-vous des projets, des envies, des idées un peu folles parfois? Des objectifs un peu fous? Peut-être vous manque-t-il un petit coup de pouce pour les initier, ces projets? Et ce petit coup de pouce, ce pourrait être Bakuman. Cette œuvre est contagieuse d'imagination et de créativité, certes, mais elle attire votre attention sur le travail en collectif, le travail d'équipe, la progression ensemble et surtout l'amitié. Dans les hautes sphères du manga, nous nous retrouverons et nous nous encouragerons. Inspirant, motivant, survitaminé, Bakuman vous mettra dans l'humeur la plus productive et la plus créative afin de mettre à bien vos projets. À travers les coulisses du manga que vous découvrirez par les yeux de deux lycéens pleins d'espoir, Bakuman vous invite à emprunter la voie de l'ambition, sans oublier de vous en présenter les obstacles, les difficultés et les sacrifices parfois. La concurrence en effet est rude. Vos adversaires sont au moins aussi talentueux que vous et les places au sommet sont limitées. Au fil des échecs, vous verrez tous évoluer jusqu'à entrevoir la réussite. Et vous comprendrez alors le sens du genre non-battle battle manga, c'est-à-dire la confrontation par victoire interposée, par victoire parallèle, les réussites de chacun face aux réussites des autres. Notamment. L'arène de combat est en réalité le podium, le Graal que vous essayez d'atteindre, que vous essayez d'obtenir, à savoir vos incroyables planches de manga, tant convoitées. Non, mince. Vos incroyables planches de manga sur les pages tant convoitées d'un magazine de manga hebdomadaire. Alors justement, on en parle du magazine de manga. Bakuman, lui, il a été publié entre 2008 et 2012. Et a été réalisé par Tsugumi Ohba et Takashi Obata, le duo iconique qui a produit Death Note en 2003 bien sûr, et puis Platinum N plus récemment. Alors c'est les éditions Kana qui les sortent en France, et l'animé il est sorti entre 2010 et 2013, et donc chez nous c'est chez Kazé. Alors il a même eu son adaptation live, Bakuman, comme Death Note d'ailleurs, il y a eu pas mal de films live, et on en parlera tout à l'heure de ce petit film. Alors pour vous pitcher un petit peu le manga, c'est l'histoire un peu romantisée de deux créateurs, puisque de Tsugumi Ohba et de Takashi Obata, puisque nous suivons deux collégiens qui décident de suivre leur passion en devenant mangaka. Alors Takagi fera l'histoire et Mashiro les dessins. Tout ça sous fond de promesses amoureuses, puisque nos deux compères auront, lorsqu'ils auront leur premier animé, la belle Azuki viendra doubler un personnage et se mariera avec Mashiro, parce qu'ils sont amoureux en fait l'un l'autre depuis l'enfance. Donc c'est une multitude de difficultés et de motivations qui viendront ponctuer l'histoire. Alors c'est aussi avec des rivaux mangaka qui vont aussi tous tenter d'obtenir la première place dans le magazine. Et donc tout ça, ça fait que c'est quand même un manga assez particulier, parce qu'il n'y a pas forcément de gros antagonistes, c'est que des rivaux, et c'est un manga qui parle de manga. Et donc voilà, c'est autant de personnages que de mangas fictifs. C'est trop bien, parce que moi j'ai
tout le temps trop envie de lire pour de vrai en fait les mangas qui sont présentés dans Bakuman. Et d'ailleurs, il y en a certains qui sont sortis. Et c'est surtout aussi une porte d'entrée vers le monde de la création et de la publication de mangas au Japon. Alors, bon, tout ça, ça peut paraître un peu vague, hein, et on se dit un manga sur les mangas. Et je vous propose de voir à quoi ça ressemble avec un petit extrait. あ、どうもです。いつも突然現れてかっこいいですね。ボリューム下げて。いつも電話には出られるようにしといてくれって言ったろ。どうやって？携帯を目に入るところに置いとけばいいだろ。着信すれば光るんだから。机の上はいじらないで、触らないで。分かったっす。あれ？何書いてるの？これひらめいたです。面白いです。生ゴミ燃えるゴミが。そんなの書いてないで。これイエローヒット連載決まったよ。連載ですか。やったピン。連載したかったです。嬉しいです。一番人気になります。おめでとう。なんだ、ちゃんと嬉しいんだ。だったら連絡つくようにしとけよ。他に始まるのは高野先生、新妻くんのが先で33号から、終わる漫画は僕の締め切りいつです？33号だからカラーページが6月3日、2話目のセンターカラーと1話目の残りが13日。余裕のゆっちゃんクラスの母ちゃんです。その時取りに来てほしいです。いやほら、アシスタントのこととかいろいろ任せますけど。お化けのゴミゴミ。Ce soir dans Momorio Show, nous sommes lancés un défi. Nous rentrons dans l'arène. Est-ce que ceci vous évoque quelque chose? C'est un brouillon. Il s'agit en fait d'un storyboard. C'est pas encore une planche de manga. C'est une sorte de brouillon qui définit le contenu des cases, la disposition des cases aussi, et aussi la disposition des personnages, des éléments dans chaque case. Alors c'est Jérôme qui en a écrit le scénario de ce storyboard, et c'est moi qui ai échafaudé cette espèce de brouillon en conséquence. Les amis, ce soir, nous allons réaliser une planche de manga en direct. Alors, raconte-nous cette histoire, déjà, premièrement, Jérôme, de ce storyboard. Eh bien alors, en fait, nous sommes dans un monde où une infime partie de la population naît avec un œuf à leur côté. Il s'agit de bestia, des animaux anthropomorphes qui ont différents stades d'évolution. Un peu comme les Tamagotchi, tu vois, sauf que là, ils sont bien réels et il faut vraiment les nourrir, tu vois. Donc ils accomplissent toutes sortes de tâches dans la société, mais sont le plus souvent considérés comme des animaux de compagnie. Là où ils semblent particulièrement briller, eh bien, c'est dans le combat. Avec leurs différentes aptitudes, ça devient vite spectaculaire. Il y a même un événement organisé autour d'affrontements donc, de bestia et leurs partenaires humains. Donc, ça s'appelle le Bestia Circus. Et notre protagoniste, qui s'appelle Uria, eh ben, en fait, c'est un grand fan de ce Bestia Circus et il aurait voulu naître avec un bestia lui aussi, sauf que c'est pas le cas. Et donc en fait, dans la planche qu'on va réaliser, eh ben, on peut le voir en plein rêve alors qu'il se croit au Bestia Circus, en train de livrer un duel palpitant aux côtés d'un bestia imaginaire qu'il dessine en fait depuis qu'il est tout petit, comme il n'en a pas eu à ses côtés. Et ce qu'il ne sait pas encore, c'est que plus tard, il va bientôt faire la rencontre d'un bestia sans propriétaire, un peu bizarre, et ressemblant eh bien, trait pour trait à celui qui s'est inventé depuis tout petit. Donc voilà, on a un petit truc, un petit cadre qui est posé là, qui promet, hein, qui franchement, c'est l'intrigue déjà, elle donne envie au pitch. On vous montrera le résultat de cette planche, en tout cas, à la fin de l'émission. Mais en fait, Jérôme, comment on va faire? Parce qu'on n'est pas dessinateur, en fait. Bah ouais, c'est vrai, ça, c'est un peu chaud, parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de dessiner. Et je suis pas non plus à la cam, mais c'est pas grave. Ouais. Bah ouais, comment est-ce qu'on va faire ça? On est trop peu en fait au Momorio Show. Déjà, on galère à avoir autant d'organisation là. Mais qui est-ce qui pourrait nous sauver? Bah tu peux le montrer, Romain. Let's go. Montre-le. Montre tout. Qu'on ne me voit plus. Voilà, montre-la. C'est Nino qui travaille dans son atelier tranquillement. Voilà, atelier qui a des kilomètres évidemment de cet appartement. Et écoute, elle est d'ores et déjà lancée pour nous faire le manuscrit. On peut voir aussi, on va voir en fait tout au long de l'émission l'évolution de la planche avec un
on va la voir travailler sur la planche. Hein. On peut déjà la voir aussi quand tu veux, Romain, hein, si tu veux montrer des fois de temps en temps la planche qu'elle est en train de travailler. Ça ressemble à ça, voilà, elle a son petit truc technique, elle travaille dessus. Tout ça pour faire en gros un manuscrit qui est destiné à être montré en fait à notre éditeur, avant la publication, hein, évidemment. Donc, on vous expliquera plus en détail un petit peu tous ces éléments du système éditorial japonais, français. Mais avant cela, armez-vous de votre pinceau, car Jérôme va plutôt nous parler du processus créatif. Comment est-ce qu'on en vient à créer un manga, finalement. Et c'est tout un boulot de créer un manga. Alors, pour ceux qui veulent créer des mangas, eh bien, en fait, on ne sait pas par où commencer, en général. Alors, si vous avez déjà l'envie, c'est que, normalement, vous devriez avoir plein d'idées en tête, mais vous ne savez pas exactement comment les développer. Eh bien, toutes ces idées, il faut d'abord les organiser. Alors, vous prenez une de vos idées, hein. Donc là, comme j'ai pu faire, regardez, j'ai préparé un petit tableau. Ah, c'est super. On peut même le voir comme ça. Là, je suis plus devant mon micro, mais c'est pas grave. Je vais me mettre comme ça. Voilà. Donc, vous prenez une idée. Donc, c'est-à-dire, moi, en fait, j'avais envie de faire un truc avec un espèce de monstre comme ça. C'est l'image que j'avais eue en tête. Et à partir de cette idée, vous allez commencer à faire un petit brainstorm. Et à partir de ce truc-là, je me suis dit, tiens, Digimon, ça me dit quelque chose. Ça me rappelle ce truc-là. J'ai envie de faire des trucs un peu de mon enfance aussi. Des dessins animés que je regardais de mon enfance. Donc du coup, j'ai pensé à un truc qui évolue, tu vois, un monstre qui peut évoluer. Il y a aussi toute la relation qui était intéressante dans les trucs genre Pokémon, Digimon et tout. C'était la relation entre la créature et puis son maître, entre guillemets, mais c'était souvent une relation amicale. Et puis, forcément, le plus gros attrait, quand c'est sur du shonen, c'est d'avoir un truc avec du combat. Et donc, qui dit combat, mais avec des enfants, je trouvais ça un peu chelou. Tu vois, il y a toujours ce truc des Pokémon aussi qui combattent, alors que c'est des gosses qu'il faut combattre des créatures et tout. Enfin, c'est un peu chelou. Et je me suis dit, tiens, si je changeais ça et que j'en faisais un espèce de spectacle, d'où le Bestia Circus, l'événement. Et donc, voilà, c'est arrivé comme ça. Donc, tu te fais ton petit brainstorming, comme ça. Ouais, c'est un hérisson de mots, en fait. Ouais, c'est ça. Et ensuite, quand tu as commencé à avoir une meilleure idée, tu fais les thèmes. C'est-à-dire ce que tu as envie de raconter à travers cette histoire. Alors, donc, forcément, il y a l'amitié qui est très importante. Mais comme on peut le voir, il y a Yu-Gi-Oh! Qui est en gros entouré. Et Yu-Gi-Oh! Pourquoi parce que déjà j'aime beaucoup Yu-Gi-Oh! Et il y avait un truc intéressant à un moment, je m'en suis souvenu, dans cette relation d'amitié entre créatures et humains, il y avait Yu-Gi-Oh! GX, où à un moment c'est Jaden, donc le protagoniste, qui a envoyé ses cartes dans l'espace, enfin une carte qu'il a dessinée lui-même quand il était petit, ça l'a envoyé dans l'espace, et après il est revenu sous forme d'un esprit et d'une vraie carte, voilà. Et moi je me suis dit, tiens, ça peut être cool si en fait le protagoniste, lui, il peut pas avoir de créature, mais il en a toujours dessiné un depuis qu'il est tout petit et tout. Et puis à un moment, il va en rencontrer un et ça va être exactement le même. En fait, tu fais du brainstorming. C'est-à-dire, tu prends ton idée de base et puis tu viens essayer de regarder dans tes influences qu'est-ce qui ressemble à ce que tu aimes bien, comment eux ils ont fait. Et puis voilà, tu vas commencer à tout organiser. Donc voilà, c'est aussi l'occasion de parler de tous les travers de ce que ça veut dire d'avoir des créatures pour soi et de les faire se combattre. Donc tu as tout le truc un truc un peu plus sombre qui parle de société, tu as le côté solitude aussi avec le protagoniste, et tout ça, ça va commencer à te donner un petit peu un message de fond que tu vas pouvoir créer. Donc tu as tes idées, ton message de fond, et voilà, tu peux commencer à écrire. Alors tu vas écrire tes scènes, et donc comment tu vas faire ? En général, ce qui est bien pour commencer, c'est d'écrire ce qui se passe dans ta page. Vraiment, tu vas écrire page par page ce qu'il se passe. Tu vas décrire les actions, les dialogues, et voilà, ça va flow comme ça, et ça va te permettre d'avoir un petit peu de recul, surtout sur ce que tu écris, et te dire, est-ce que j'ai mis un peu trop dans cette page-là, elle est trop chargée, ou est-ce qu'elle n'est pas assez chargée ? Si tu veux, tu peux aller détailler case par case, pour chaque ligne, en fait, dans ce que tu fais par tes pages. Et en fait, tout simplement, il y en a qui sont un petit peu plus à l'aise aussi visuellement, puis d'autres qui ont beaucoup d'habitude, et qui n'écrivent même pas sur un document leur scénario, entre guillemets, mais ils vont carrément avancer sur l'histoire visuellement en commençant à dessiner. Et ça c'est assez ouf, et c'est ce qu'on appelle, dans le jargon, un name.
Et donc le name, à quoi ça peut ressembler? Bah voilà, c'est très bien, j'ai... Ah, je me trompe de sens. Là. Ah, l'image, ouais. c'est trop dur, voilà. Ici, on a donc un début de name, là, qu'on peut voir. Donc là, je dis depuis tout à l'heure, name, qu'est-ce que c'est et tout. Et ben en fait, là, ce que vous voyez l'image, donc c'est un name. Et ce sont... pourquoi ça s'appelle un name? Et ben ça remonte à quand même pas mal, quelques dizaines d'années. C'était des contraintes d'impression, tout simplement. Et en fait, vous pouvez savoir qu'en fait, les kanji, il y a quand même beaucoup de caractères différents. Et comme l'impression, c'était pas un truc genre t'écris et puis c'est imprimé directement, là, c'était vraiment en mode comme ça, à l'encre et tout. Enfin, Ouais. et donc, comment tu faisais quand tu étais mangaka? Et tu devais donner très rapidement en fait tes dialogues et le placement aussi de tes bulles. Tout ce qui était en texte, tout ce qui était vraiment écrit en texte, ça devait être envoyé bien plus vite. Et donc du coup, en général, tu envoyais tout ton texte fini, puis après tu faisais l'ancrage carrément de tes personnages et tout. Donc c'était comme ça, et en fait on appelait ça, donc c'est reading the name, et après c'est devenu name. Et donc maintenant on appelle ça comme ça. Et en fait un name, vous pouvez peut-être être familier avec les storyboards au cinéma. Là ça ressemble beaucoup à ça. Et c'est vraiment l'équivalent en fait en manga. Et donc voilà, donc là-dessus, sur ce name, c'est là où on va tout décider. On va décider de la mise en scène, de comment tes cases elles vont ressembler à quoi, où est-ce qu'elles vont se mettre. Du coup ça va décider du rythme de ta narration. Et de tes dialogues, voilà, de tout ce que tu as mis. Il y en a qui commencent directement par ça, c'est des boss en fait. Et donc voilà, et c'est aussi ce document que tu vas envoyer à ton éditeur, si tu as la chance d'avoir un éditeur associé. Et ils vont commencer à échanger entre mangaka et éditeur en proposant des petites modifications. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est bien lisible? Surtout le flow en fait, est-ce que c'est agréable à lire? Tout ça, c'est très important. Et donc c'est ce premier document, le name, qui est envoyé comme ça. Et puis après, tu passes à la version finale. Et donc cette version finale, c'est tu rajoutes les ancrages. Donc soit il y en a qui sont en tradi, et donc du coup ils sont en plume vraiment sur papier, et puis après il y a du scan. Ou alors, comme on peut le voir là en ce moment, c'est du digital. Donc ils font ça sur une tablette. Et donc voilà, donc ils rajoutent l'ancrage, ils rajoutent les trames. Donc les trames, c'est tous les effets des fois qu'on peut voir qui font comme ça. Tout ce qui est pointillé, des fois c'est du textile en fait. Sur du textile, t'as des patterns, et donc ça c'est des trames qui sont déjà faites, que tu appliques par-dessus. Et puis voilà, tout ce qui est onomatopée, tous les petits derniers effets. Et donc là après, t'as ta planche finale, voilà, de dessiner. Mais forcément, là, c'est un résumé ultra condensé, surtout sur la partie finale, et puis même sur le name, parce que les mangaka, ils utilisent des outils, des outils différents, des trucs pour couper les trames, des plumes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et donc, quoi de mieux pour illustrer ce que je suis en train de dire que de vous montrer Mashiro, qui est en train de dessiner son manga. やっぱ最高の才能半端じゃねえよ。たった1日で漫画の絵描けてる。全然ダメだって。どこが？線が硬いし太さがめちゃくちゃ。漫画の絵にはなってない。そうか？やっぱ G ペンってむずいよ。頭の中でイメージしてる太さに描けない。むずいから一度カブラペンも使ってみた。お、カブラペン？これ。ああ。俺つけペンってこれのことだと思ってた。おじさんも G ペン知らずにこれで書いてたんだってさ。へえ。で編集者に G ペン使えって言われたんだけど、もう変な癖がついてて使いこなせなくてずっとカブラペン使ってたらしい。線の強弱は出にくいけど逆に一定の太さの線は描きやすい。 G ペンは線の強弱がつけやすいけど紙に引っかかりやすい。なるほど。おじさんがカブラペンでプロとしてやってたからってそれじゃダメなんだよな。ダメに決まってんだろ。絵に味も雰囲気も出ない。おじさん絵が下手って開き直ってたしギャグだからギリギリありだったんだって。だよな。とにかく鉛筆でデッサン描くのや筆で水彩画描くのと全く違う。ひたすら描いて慣れるしかない。
これも昨日書いてみた。うめえって言わない方がいいんだろうな。最高は満足してないんだろうし。背景はカブラペンの方がうまく描ける。すごく細い線は丸ペン。へえ。あれ見て書いたのか？ああ、段ボールに入ってたの全部出して並べたんだ。こんな資料売ってんだ。これで原稿バッチリ書けるじゃん。効果も入れないと。効果？これな。おじさんは番号でアシスタントに指示出してたみたいだけど、まず自分でできなきゃ。こんな線全部手で書くのか？こういう定規使いながらな。俺たちにはアシスタントいないから、スクリーントーンだって自分で貼んなきゃならない。これはカッターで切り出して貼る。つまり1枚の原稿を作るには、まずネームをもとに原稿用紙に下書きをして、キャラと背景にペンを入れる。んでベタ塗りに効果、スクリーントーンを貼って。これでやっと完成か。やることいっぱいあるな。ああ、人によって工程は違うかもしれないけど、だいたいこんな感じだと思う。持ち込みできるようなものを書くまでどれだけマスターしなきゃならないことがあるんだって気づいて焦った。止まっている人間は簡単だけど、動き、表情、構図、全て書けなきゃプロにはなれない。どれだけ時間がかかるか。今思うと、おじさんがズブの素人から3年でデビューしたってすごいと思う。あの人ホワイトの存在知らないで、少し失敗したら全部書き直してたらしいから。へえ、そうなんだ。でもやるしかない。18までにアニメ化、本当に1秒も無駄にできねえ。 Bon, nous voici tous les deux au salon pour parler de Bakuman, du coup, hein, faire nos petits échanges pour explorer voilà, le manga du jour, comme on a l'habitude de faire dans une émission. Alors, pour Bakuman, je crois qu'on s'accorde sur des premières impressions, toi et moi, sur les mêmes impressions de départ, hein, quand on regarde tout de suite l'animé, quand on lit le manga. Bah, dès le début, genre dès les premiers épisodes, à la fin, à la toute fin, t'as ce petit burst de motivation où le personnage est genre... Ok, on va le faire, vas-y et tout. Et toi, t'es genre, vas-y, je vais le faire. Enfin, je sais pas quoi, mais je vais trouver un truc à faire et je vais le faire aussi. Ouais. Je vais suivre ma passion. C'est... Et ça booste, quoi. Ouais. Enfin, si on a des projets en cours ou des choses, des études même, parfois, et bah, on regarde Bakuman et d'un coup, on est motivé à aller loin, à vraiment bosser le truc, quoi. Genre, et je pense que ça vient aussi du fait, dont j'en parlais au tout début, là, dans l'intro, mais c'est le fait qu'il y ait pas de vrai antagoniste. Et du coup, c'est de la rivalité. Et la rivalité, c'est un peu différent que des vrais ennemis. Il n'y a pas du coup de feeling trop mauvais. Il y a des petits moments un peu plus down, mais c'est des obstacles positifs. Ouais. Et du coup, c'est ça qui, je pense, donne cet attrait un peu good feeling. Oui, aussi, oui. Bah, c'est vrai que c'est du coup ce truc-là de pas avoir de vrai antagoniste. Hein, et on va parler tout à l'heure hein, du non-battle battle manga. Là. Enfin, c'est vraiment ce côté-là aussi. Ça impose en fait dans le scénario que les épisodes ils se construisent autour à un moment donné de difficultés qui sont liées aux personnages. Et genre les personnages ils galèrent à faire quelque chose ou à un moment ils se reprochent l'un l'autre de pas forcément bien faire les choses machin et voilà ils vont réussir à s'en sortir quand même, il va y avoir des phases et donc le scénario va vraiment se baser sur ces sursauts là, parfois d'humeur, parfois des crises ou des choses comme ça, ou non, des fois ils sont à fond, ils bossent, en plus ils sont lycéens à côté donc ils ont du travail déjà de base. Et c'est aussi ce que ça raconte, quoi. C'est tout ce côté. T'as les mélanges des deux, quoi. Bah, t'as la jeunesse, en fait. Parce qu'ils commencent en 3e. Oui. Au collège en 3e. Ouais. Et donc, ils ont tout ce truc. Après, quand ils arrivent au lycée, ils ont aussi du boulot et tout. Et donc, en fait, ils font un vrai choix. Et ça, on le voit que bien plus tard, les répercussions. Mais ils font un vrai choix de. Genre ils sortent pas et dès qu'ils ont fini l'école, même quand ils sont à l'école, soit ils sont crevés
donc ils sont tout le temps en train de dormir, soit ils sont en train d'écrire des trucs et tout pendant les cours, et après Ouais. ils se revoient pendant les pauses. Et en fait, ça me rappelle trop, moi, quand j'étais au lycée. Ah ouais. Et que, en fait, j'écrivais et tout, des fois dans le bus, Mm. des trucs de web-série et tout. Ça me faisait trop penser à ça. Et du coup, je faisais genre, c'est trop nostalgique quand je revois ça. は Et ouais, et après, あまた泣かしたのか après les よ cours, ils viennent dans les でも ateliers, 笑ってた dans leur atelier. 今度 ils は travaillent 嬉し涙っ jusqu'à て la こ nuit. と Et du coup, ça fait que, bah, en fait, ils ont pas de jeunesse, quoi. Ils ont pas de... Bah ouais, bah ils sont investis dans un truc. Et en même temps, tu te dis à côté, on est tout le temps en train de se dire, ouais, bah où j'en suis dans ma vie, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'ai fait des choses alors que j'avais peut-être le moyen de le faire, tu vois. Au lycée, t'as ceux voilà, qui suivent leurs études, machin, et puis t'as ceux qui vont un peu plus loin, qui s'investissent dans la vie du lycée, par exemple, ou ce genre de truc. Et ça pose toujours un peu ces questions-là. Alors au Japon, c'est différent parce qu'ils sont obligés d'être investis, mais si on a référence à nous, eux, ils ont carrément un projet de manga, ce qui est genre le truc... l'un des trucs les plus chronophages, quoi. On sait, les mangaka, à quel point ceux qui sont publiés dans des séries de l'hebdomadaire surtout, enfin tu sais que c'est du boulot monstre, quoi. Et ils dorment peu et tout ça. Et eux, voilà, ils font le lycée en même temps. Et effectivement, est-ce que c'est un sacrifice ? C'est vrai qu'il y a ce côté-là, parce que du coup, ils font pas autre chose. Bah, tous leurs amis, en Mais, fait, c'est des amis mangaka. Oui, Il y a rien d'autre il y a quasiment. que, ouais. Parce que... presque, ouais. Parce que c'est leur monde. Et en vrai, tu peux pas être ami avec quelqu'un d'autre que mangaka quand t'es mangaka. Il peut Ah. pas comprendre le truc, la surcharge de travail. Oui, Et puis, c'est plus simple de se Ouais. faire des trucs quand t'es dans le même milieu. Sur Aussi, des ouais. amis et tout. Oui, bah oui. Parce Des que sur les rencontres. standards de quelqu'un qui aura plus l'habitude dans ses temps de loisirs de sortir, forcément, ou de faire des fêtes ou des choses comme ça, eux, ils sont pas du tout dans ce même univers-là. Donc, c'est ça, c'est un peu compliqué, quoi. Mm. Et après, t'as tout l'aspect aussi collaboration entre les deux, Ouais. du coup, entre le dessinateur et le scénariste. Et on peut voir quand même qu'il y a des hauts et des bas pour chacun, en fait, parce que chacun est genre non, c'est pas bien, c'est pas assez, et tout, je suis pas au niveau, et tout. Et chacun est dans son petit monde, et en fait, on voit que c'est trop important de communiquer Oui. dans ce monde-là. Ouais. Et des fois, même, ça se split, et ils vont chacun travailler et tout d'un côté, où ils font autre chose et tout, puis après, t'es genre, c'est bien, ça permet de donner de l'expérience, de faire autre chose, puis après, t'es genre, ouais, mais c'est waste quand même, tu gages ton temps de pas revenir sur le duo qui marche bien, Ah et tout, oui, tu oui, vois, oui. t'as ces trucs-là aussi. Mm. Ouais, bah ça, c'est genre, ils travaillent à côté, ils ont ça. Des fois, effectivement, déjà de partir sur cette idée qui, enfin, ils sont, bah ça c'est plus au niveau de la création, mais ils sont insatisfaits forcément de leurs compétences actuelles, machin. Mais en même temps, faut quand même avancer à un moment donné. Et il y a aussi des fois dans cette collaboration, des fois c'est pas facile d'être à 2, à 3, où on vient reprocher des choses à l'autre aussi. Ça c'est le versant opposé un petit peu, où d'un coup on a l'impression que l'autre n'avance plus assez vite. Des choses comme ça là. Il y a tout un moment où Mashiro il reproche à Takagi qui écrit le scénario d'être un peu genre, il est un peu dans la lune et tout, il est un peu en temps de pause, quoi. Mais ça peut arriver aussi quand t'as un projet aussi prenant, d'avoir ce moment où tu sais plus où t'en es, Ouais. tu traînes dans la campagne et tout, alors que l'autre il est en mode descends et tout. Bah, Et genre- tu vois, de mon point de vue, on pourra avoir peut-être celui d'une dessinatrice plus tard, mais Ouais. de mon point de vue, en tout cas, en tant que, quand t'écris vraiment une histoire, c'est très dur parce que t'es dépendant de ta propre réflexion et t'as peu de choses que tu peux faire, par exemple, quand tu fais du montage ou de la création de visuels pour le Morio Show, et bah, je le fais en automatique en fait. Donc je peux le faire quand je me sens pas dans un super mood, enfin je peux le faire un peu à n'importe quel moment. Et l'écriture vraiment, c'est très difficile parce que faut, en général, plutôt, t'as peu de marge quoi en fait. Et il faut être plus ou moins dans un bon mood pour Faut pouvoir être le faire. inspiré, ouais. Dès que t'es un peu stressé ou quoi, c'est chaud. Et en fait, tu peux pas faire comme d'autres domaines des tâches en mode automatique. T'es vraiment en mode full Bah, après, oui, concentration. c'est un travail mental à 100% pour le coup. Ouais. Donc c'est quelque chose que quand il prend ses pauses là, comme tu disais, et bah c'est super important pour un scénariste quoi. Ouais. Et en même temps, côté dessin, c'est aussi intéressant parce que
quelqu'un qui doit dessiner, au final... C'est la santé qui... Oui, il y a le geste. Ouais. Enfin, voilà, de dessin, le geste. Et, et en fait, c'est un geste que tu dois réfléchir, mine de rien, quand même. Parce que si tu veux t'améliorer, au début, en fait, tu dois en permanence réfléchir à ce que tu fais. Dans le dessin, tu as tout un côté construction mentale, imagerie mentale aussi. Enfin, ça dépend les gens, je pense. Parce que, genre, il y a des gens qui sont plus basés, mais tu sais, t'as toutes les écoles de sensei, genre, qui disent d'abord observe la nature bien, parce que vraiment, même si tu vas faire du manga, en fait, quand même, essaye de choper toutes les proportions que tu vois autour de toi, faire des choses réalistes quand même, alors que tu vas faire du dessin manga, mais parce qu'il faut qu'il y ait la crédulité, quoi, qui s'installe dans l'œuvre en soi. Et du coup, c'est intéressant, t'as les deux rapports, c'est pas du tout le même processus mental, quoi. Ouais, carrément, c'est là où on voit que c'est deux domaines différents qui se rapprochent sur le manga, mais qui sont quand même très difficiles des fois en collaboration. Et d'autant plus que là, c'est des jeunes collégiens puis lycéens. Donc ils ont toute une vie à construire à côté. Et c'est super dur. Mais c'est ça qui est très intéressant à suivre. Et il n'y a pas vraiment de gros connards dans le truc, tu vois, j'y pense. Non. Très peu. Non, mais après, ils ont tous un caractère un peu bien trempé. En vrai, ils sont... oui. Parce que t'es obligé, quand t'es dans un domaine comme ça, t'es obligé d'avoir un mental un peu fort ou avoir une personnalité particulière, parce que c'est ça qui te fait continuer, en fait, tout le temps. Et on les voit bien, genre Takagi et Mashiro, ils sont juste... Genre, ils voient pas autre chose, en fait. Dans leur vie, ils sont tout le temps dedans. Du coup, là-dessus, ils sont dans l'utilitarisme. ouais. Donc, c'est particulier. Après, t'as tout le monde aussi de la découverte du monde de l'édition. De l'édition, ouais. Dedans. Je vais y revenir. C'est vachement... moi, c'est pour ça aussi que j'ai aimé la série. C'est-à-dire qu'on regarde le truc et on se dit « Ah d'accord, ok, ils utilisent tel pinceau de telle manière, il faut s'entraîner de telle manière. Ah ok, tout ce qu'a décrit Jérôme dans sa rubrique tout à l'heure sur la création. D'abord on fait le name, le storyboard, ok ça marche comme ça. Et ensuite dans l'édition, t'as les réunions, on voit souvent les bureaux avec les éditeurs, le directeur et tout, qui est là, qui est vachement sage et tout, qui sait prendre les bonnes décisions, genre c'est vraiment la référence, le directeur. Avec les lunettes, tu sais, puis il est comme ça et tout. Et autour, t'as tout un panel de compagnons... T'as tout un panel de compagnons, d'éditeurs qui sont un peu sympas. Il y en a d'autres qui réfléchissent, il faut que ma série marche aussi parce qu'il y a une pression, il y a une concurrence un petit peu aussi parmi les éditeurs, quoi. Parce que c'est l'éditeur qui ramènera la meilleure série, en gros, qui a du chance de garder son boulot. Puisque si la série est longue, c'est lui qui va rester éditeur, jusqu'à ce qu'il change peut-être si le manga est trop long, comme dans One Piece, où ça a changé plein de fois, évidemment, heureusement. Et des choses comme ça. Et on est content de savoir ça. Et à côté, c'est un peu le point, c'est de se dire, ouais, mais vu que je suis en train de regarder une fiction, jusqu'à quel point tout ce qui nous est montré, tout ce qu'on découvre, jusqu'à quel point c'est fidèle. Et comme c'est pas évident d'avoir des infos du Japon en plus, on le voit à chaque fois qu'on travaille nos émissions et tout ça, d'avoir des infos officielles sur comment fonctionnent les choses, faut se taper des reportages, souvent ils sont pas forcément traduits, même pas en anglais parfois. C'est difficile de se trouver des sources quand on connaît pas le japonais pour avoir des vraies infos de comment ça fonctionne ce milieu-là. Et sauf à avoir des spécialistes qui seraient allés et qui auraient rapporté ça en France, mais voilà, c'est pas évident à trouver. Et du coup, quand on regarde la fiction, on se dit c'est cool parce que ça nous montre plein de choses, mais à côté, voilà, jusqu'à quel point c'est vrai, quoi. Ouais, c'est... Je me rappelle plus exactement si c'était à mon premier visionnage, mais je me le suis forcément dit à ce moment-là. Et en fait, je l'ai dit dans l'intro, c'est un peu romantisé, quoi. Et donc, forcément, en fait, c'est publié dans le Shonen Jump. Donc, ça raconte l'histoire de mangaka qui sont dans un Shonen Jump fictif. Et du coup, quand des fois tu dis waouh, ça va aller vers un truc en mode genre les mangakas sont pas du tout d'accord avec ce qui se passe à la direction, et donc du coup ils sont genre on y va et tout, on va tout bousculer là-dedans et tout. C'est genre waouh,
putain, c'est fort et tout. Dans Ouais. que tu remets dans ça dans le contexte, imagine, genre, t'es à la fin du chapitre et tout, genre, tous en mode comme ça et tout, Ouais, au on veut Shonen Jump. changer des choses, quoi. Et ça se publie dans le Shonen Jump, et t'es genre, mais c'est ouf. Mm. Parce que t'as toute cette pression, t'as des fois des choses qui peuvent paraître injustes, en mode genre, mais pourquoi lui il peut passer alors que pas moi, je sais pas quoi et tout. Il y a des sentiments d'injustice. Ouais. Et du coup, tu dis, ok, ils vont tout défoncer, ils vont tout changer et tout. Et au final, tu sens que ça step back un petit peu. Et en général, les résolutions, c'est genre le directeur qui est là comme ça et tout. Est-ce que tu penses vraiment que c'est digne d'un mangaka d'abandonner comme ça ou je sais pas quoi? Et du coup, Il met tout le monde d'accord. ouais, tout le monde d'accord. Ouais. Enfin, non, c'est Mashiro qui est d'accord et après tout le monde d'accord. et du coup, tout le monde s'est d'accord en mode ok, on va être tellement des bons mangaka que l'injustice, on va la retourner et tout. Et du coup, en fait, finalement, le côté éditeur, ça reste un peu en statu quo. Mais en même temps, c'est trop difficile. Tu veux pas donner une image mauvaise du Shonen Jump, quoi. Genre, Oui. c'est chaud. Je sais pas à après, quel c'est point des la relation a grosses- été pendant le temps de parution Ah du oui, manga. ouais. Mais il y a des moments où je pense, genre, ils étaient genre, ça va passer Est-ce que ça. c'est une critique que vous faites à l'encontre de notre Bah ouais. système En même temps, tous les shonen font ça. Enfin, en fait, quand ils pensent dans la société japonaise où t'as tellement des institutions bien carrées, bien dures de faire là, et en fait, et ben là, du coup, le sujet est la maison d'édition en soi, donc du coup, tu te dis, parce que bon, c'est une fiction, mais genre c'est le shonen Jack à la place du shonen Jump, tu vois, genre c'est pastiche quoi. Et en fait, effectivement, les shonen ont souvent ce truc de vouloir, à cause de cette société voilà qui est straight là, ils ont souvent ce truc de vouloir renverser un truc mis en place quoi. Et derrière, ça délivre des messages quoi, des messages anti-fatalistes qui sont bien sympas d'ailleurs en général. Mais là, du coup, comme c'est une fiction qui se passe dans le monde, c'est pas un monde de fantasy, quoi. Voilà, c'est vraiment une boîte de manga et tout. On est vraiment au plus méta du méta presque. Hein. Et du coup, forcément, ouais, c'est galère, quoi. Genre, je vois pas comment tu peux bouger des choses aujourd'hui là-dessus, à part. Enfin, tu vois, je vais en parler tout à l'heure quand on parle de l'édition, mais en France, par exemple, parce qu'on a aussi nos maisons d'édition en France. Qui sont basées sur la traduction, beaucoup au départ. Maintenant, il y a de plus en plus de création, hein, on en parle toujours au Mario Show. Et derrière, t'as ceux qui veulent faire de l'auto-édition, par exemple. Et ça, je pense que, par exemple, ça doit être beaucoup plus galère au Japon, je pense, de se lancer en de auto-édition. l'auto-édition. C'est vrai que... Alors qu'en France, on a cette logique d'entreprise, tu vois, on lance les auto-entrepreneurs, c'est très développé maintenant. Mais est-ce qu'au Japon, c'est le cas? Je ne sais pas, faudra savoir. C'est vrai qu'on n'en a jamais trop réfléchi, en fait, mais l'auto-édition au Japon, je pense que vu... à quel point, vu l'ampleur du manga, l'objet manga au Japon, je pense que doit forcément y avoir de l'auto-édition. Et, Oui. et Statistiquement. après, peut-être qu'ils passent par du crowdfunding. Je ne sais pas. Les cagnottes en ligne. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est vrai que je me suis jamais posé la question. Mais je pense qu'il doit y avoir des choses très variées en fait à ce niveau-là. Il ne peut pas y avoir que juste genre l'institution Shonen Jump ou d'autres magazines en fait. C'est pas possible. Ouais, mais Le téléviseur. mais ouais, carrément. En fait, ça montre. T'as toute une vision comme ça de la société qui est assez qui prend une place assez importante. Et alors il y a une autre vision. Justement de la société qui va être un peu intéressante à échanger là, mais c'est dans le manga, c'est la place des femmes qui a été pas mal critiquée justement sur ce manga. Pourquoi Oui, et ben... Comment t'as ressenti ça en fait Bon, qu'on soit bien d'accord, les shonen c'est pas révolutionnaire sur la question, de toute façon. Là, on retrouve ce truc... de la mère comme obstacle un petit peu encore une fois finalement au projet du héros, la mère qui est soucieuse, voilà, c'est toujours ce côté là, et on a ce truc qu'on avait déjà teasé dans notre émission précédente, on en avait parlé, on avait dit on a ce truc, cette réplique là, quand la mère elle est un peu pas très contente et tout,
enfin du fait que son gosse lycéen se mette à faire à se lancer dans un truc complètement assez fou. Et t'as le grand-père qui est là et qui dit les hommes ont leurs propres rêves. Et genre t'es en mode bon oui certes, Ouais, mais moi c'est aussi, les ça hommes me- avec un petit H comme je disais déjà. Ça me et- fait encore un peu cringe, tu vois, à ce moment-là, quoi. Et bon, et du coup, en dehors de ça, les personnages féminins dans Bakuman, bon, c'est quand même particulier parce que il y a une vision de l'amour qui est impressionnante. Mhm. Ça, il faut qu'on en parle. Et il y a assez peu de persos féminins, finalement, d'ailleurs, dans le lot. Mhm. Même s'il y a assez peu de personnages. Hein. C'est pas le genre de manga qui te démontre 36 000 personnages. Hein. C'est vraiment le cercle des mangaka. Et puis justement, les deux filles dont on va parler là. Et la mère, quoi, globalement. Et une mangaka, justement, aussi, on va en parler en particulier. Je pense déjà les premiers personnages féminins qui arrivent, c'est Azuki Miho, qui est l'amoureuse de Ouais. Mashiro. Ouais, complètement. Et sa pote Azuki, c'est Kaya. Ouais. J'ai oublié son nom de famille, mais Miyoshi. Miyoshi. Et de leur point de vue, en fait, on a quand même si le centre d'intérêt, forcément, c'est le manga, c'est les mangaka, on a quand même le côté animé qui est un peu développé avec Oui. le domaine du doublage, parce que donc Kazuki Miho, elle veut devenir seiyuu, donc comédienne de doublage en France. Et donc en fait, on la poursuit un petit peu en parallèle quelquefois. On voit son avancement dans le domaine et des fois même des travers. Alors en fait, c'est ça qui est particulier, tu vois, c'est qu'il y a ce truc des fois de les hommes ont des rêves que les femmes ne peuvent pas comprendre. Mhm. Et à côté, ça critique certaines choses dans la société par rapport aux femmes. C'est-à-dire que quand tu es une seiyuu, tu as ton producteur, enfin ton agent, qui vient te dire ok, je pense que pour booster ta popularité, il faudrait que tu fasses des photos dans un magazine. Oui. Et c'est genre, ça n'a rien à voir avec mon domaine en fait. Moi, on voit pas mon visage. Et genre, ouais, mais t'es Ouais. mignonne. Donc en fait, voilà. Et puis après, tu vas c'est- chanter des chansons de Christmas. C'est Perfect Blue. Hein. Oui, voilà. C'est le film de Satoshi Kon dont on avait déjà parlé sur toute la notion de comment on construit des idoles japonaises éphémères. Donc du coup, c'est assez contradictoire quand même sur Oui. ce point-là. Et voilà, on sait pas vraiment si c'est. Mine de rien, elle a son propre rêve. Oui. Elle est vachement investie pour le coup. Elle veut Oui, vraiment, carrément. et comme c'est le cas d'ailleurs dans la vraie vie, quoi. Genre, et en fait, t'as ce truc-là. Et ce qui est intéressant quand même sur la relation amoureuse entre les deux, là, entre Mashiro, le dessinateur, et elle, Ouais. c'est que tout démarre d'une promesse. Une promesse de mariage. Donc c'est vraiment... bam. Promesse de mariage. Si on réussit à faire ce manga et on réussit à faire cet animé, hop, on se marie, épouse-moi s'il te plaît. Et du coup elle est en mode oui. Et en fait ils vont pas se parler pendant tout le temps intervalle. Et Ouais. pendant tout le temps intervalle ils vont se parler par message un petit peu. Mhm. Et elle va complètement refuser de le voir parce qu'il faudra vraiment que ça reste ultra platonique. Alors qu'à côté, et intéressant parce qu'on a le couple d'à côté qui est différent. Mhm. Le couple d'à côté, c'est l'écrivain Takagi qui est complètement dans une autre logique beaucoup moins romantique que Mashiro. Et lui, il va sortir avec Miyoshi, du coup, tranquillement. Ouais. Et eux, ils vont être plutôt un couple dans la logique jeune où ils sortent, ils font des dates, des rendez-vous, ils font des trucs plus communs. Et du coup, Ils des se fois, posent des questions. voilà. Mashiro, il est jaloux en mode genre. Oui. Attends, quoi, vous êtes embrassés et tout. Et, c'est Alors pas... que lui, c'est à des années-lumière. Bah ouais. C'est ça. Et dernier personnage féminin dont on va parler, c'est la mangaka Oui. qui s'appelle Aoi. Ah oui. EU. C'est ça, non Y. Aoi ou Aio. Ah je sais oui, plus, un truc ouais, comme ça. voilà. Et elle, pareil, elle a quand même un caractère bien particulier parce qu'elle est ultra réservée, introvertie. Et elle est sévère aussi. Mm. Tu sais, elle a ce côté un peu sévère. Donc elle a son monde de création, machin. Et effectivement, elle a toutes ces idées en tête qui sont un peu des idées d'autrice en fait. Et quand elle arrive au Shonen Jack, on lui dit ouais, bon, ton manga, Ouais, ça convient ça pas. va pas attirer les jeunes quoi.
Et du coup, elle va adapter son manga. Mais c'est intéressant parce qu'elle aimait pas les mangas justement. Elle trouvait que c'était une forme une sous-forme de narration. Elle est un peu et hautaine tout, aussi. Ouais. Et on a ce sujet-là, on en a parlé dans la dernière émission, on a ce sujet-là même au Japon, du coup, ça veut dire qu'il y en a qui quand même considèrent que c'est une sous-forme d'écriture. C'est marrant ça d'ailleurs. Ouais. Donc voilà, c'est-à-dire que c'est pas qu'en France, c'est un peu rassurant. Et ouais, donc on a quand même des personnages féminins qui sont assez diversifiés, ils ont chacun leur rôle, ils ont quand même des personnalités fortes. Donc je pense que voilà, c'est comme on a dit par rapport à la vision du rapport Shonen Jump mangaka, c'est très contrasté. En fait. Mais ça essaye beaucoup de choses et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on voit pas autant de contrastes dans plein d'animés en fait. Parce que là, ça parle vraiment d'un truc très réaliste qui est la création de manga et tout. Et donc, il y a très peu d'éléments fantastiques, en fait. C'est vraiment plus une version romantisée, des fois. Certaines fois, sur certains rapports. Notamment la vision de l'amour avec Mashiro et Azuki. Ça nous montre au moins, quand même, malgré tout, un petit peu que les femmes ont aussi leurs propres rêves. Ouais. Et bon, même si c'est un petit peu timide dans ce manga qui est dans ce manga shonen, du coup, qui est Bakuman. Du coup... Ça, c'est... Ah Ça toque. Ça toque? Oui, ça... Je pense que c'est Nino qui arrive. Ah oui? Ouais. Ah Salut. Bonsoir. C'est fini. Alors, tu peux te mettre en face du micro, comme ça, Ouais. N'hésite pas. Surtout. Ouais, super. Alors, par contre, c'est incroyable parce que c'est pile le truc. C'est qu'il reste une fenêtre juste devant l'aperçu. Ah oui, bon. Mais je sais pas vraiment si... c'est pas très grave. C'était juste pour montrer un petit peu l'avancement, mais je pense qu'on a pu quand même le voir à travers nos discussions en picture. Oui, je pense que les gens ont pu voir qu'elle avance assez vite. Oui. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Oui, enfin... Eh ben, on le voit là, un petit peu. Ok. Dès le début, j'étais un peu stressée. Je pensais que j'arrive pas à finir, mais au final, on a fini. C'est cool. C'est du boulot, hein. Ça prend du temps à faire. Combien de temps tu mets environ pour faire 4 cases là? Parce que c'était 4 cases du coup le storyboard. Bah merci à toi parce que grâce à toi, enfin c'était toi qui as fait la base. Du coup ça m'avait pris à peu près, on peut dire 30 minutes. Ok. Ouais, 45 minutes. Pour faire les premiers dessins. Vite fait pour faire. Donc sans les ancrages pour l'instant, hein, c'est ça. Pour l'instant, on n'est pas à la période on n'est pas à l'étape des ancrages ni pas encore. Ni même pas encore, mais ça va venir après au cours de l'émission. Oui. Tu vas continuer. Ok, donc du coup là tu es sur la version brute quoi. T'as pas encore les ancrages. Oui. Et donc déjà est-ce que le storyboard d'Evan était assez clair pour toi? C'était bien clair. Mais enfin, il y avait pas mal de choses que j'avais changées, évidemment. D'accord. Surtout les pauses. Ok, ouais. Alors ça, c'est intéressant. Ouais, justement, on avait dit qu'on allait en discuter de ce changement de pause. Mais vas-y, parce que c'est ton storyboard. D'accord, c'est moi. Non, mais vas-y. Parce que tout à l'heure, on parlait du travail collectif. Et il y a toute cette question, effectivement, genre... Apparemment, il y a certaines poses qu'elle a modifiées parce que Nino, évidemment, s'y connaît mieux en dessin que moi. Enfin, moi, je ne dessine pas. Enfin, j'ai dessiné un petit peu comme ça. Elle, évidemment, elle est dans le domaine. T'es quand même modeste. Oui. Non, mais elle est quand même dans le domaine, quoi. Voilà. Et peut-être, enfin, elle va nous dire, tu vas nous dire. Du coup, qu'est-ce qui n'allait pas dans les poses par rapport à toi? Comment ça se fait que, par exemple, quand dans une case on avait décidé que ça soit de 3/4 comme ça, 3/4, et bah toi tu les as remis de face par exemple. Et ça c'est intéressant parce que par exemple un auteur voudra, c'est comme au cinéma quoi, si tu demandes de faire un film, un plan de face, et bah si le caméraman il te fait le plan comme ça, le réalisateur il va pas forcément être content. Donc pourquoi as-tu fait ces changements par exemple? Enfin ça dépend de, comment dire, ça dépend de la direction du lecteur aussi. Parce que, par exemple, au manga, c'est droite à gauche. Du coup, quand on va lire une case, ça peut être quand même mieux, enfin, c'est plus logique si nos personnages sont vers l'action, enfin, le dialogue ou genre l'action qui va arriver. Du coup, dans ma tête, il y a toujours cette logique. Est-ce que il y a de cohérence entre l'action, enfin, et la pose de personnages.
Mais justement, enfin, la dernière case que j'avais changée, enfin la pause, c'était parce que c'était marqué enfin, dans le scénario la pose de combattant. Et je l'avais trouvé plutôt Jojo pose en mode hey! Du coup, je l'avais un peu changé en mode shonen, yeah! Comme ça. Du coup, pour moi, ça c'était plus. Oui, c'est pas étonnant que nos références de pause soient des Jojo poses pour le coup. Ouais. Ça paraît logique, ouais. Oui, mais pour celui-ci, j'avais l'impression que ça marche pas trop. Ouais. Mais du coup, c'est intéressant parce que c'est une proposition et c'est le travail d'équipe ensemble qui va permettre de fixer les choses. L'auteur, peut-être qu'il avait pensé à des choses et au final, ok, on va plutôt faire comme ça vis-à-vis du dessin. C'est ton domaine, chacun son domaine, machin. Moi, j'étais un peu la transition storyboard, mais... Ouais, bah justement, est-ce que... voilà, on peut te poser la question, est-ce qu'à ton avis, genre un auteur, ça doit forcément savoir dessiner quand on parle de manga? Pas forcément. Enfin, c'est quand même mieux si il sait dessiner un petit peu ou il a peut-être un petit peu de vision. Enfin, pour savoir la composition ou genre avoir les références. Mais je pense pas qu'il est vraiment obligé de connaître, enfin, avoir des connaissances dans ce domaine parce que c'est complètement d'autres domaines en fait. Enfin, moi, par exemple, je peux pas du tout écrire. Des fois, je peux même pas parler. Du coup, c'est quand même compliqué pour moi de imaginer des dialogues ou A à Z d'une histoire, par exemple. Du coup, à mon avis, c'est complètement... on doit complètement séparer, en fait, les deux domaines, au final. Ouais, ça veut dire que ça peut quand même jouer sur la facilité de la transition d'une étape à une autre. Mais c'est vrai qu'il y a des auteurs qui font juste en mode genre scénario et tout. Enfin, même pas, juste genre décrire ce qui se passe, l'action et les dialogues. Et après, c'est personne qui fait les illustrations de tout imaginer. Donc, en fait, je pense que c'est vraiment du cas par cas. Et donc, ce qu'on voit par exemple dans Bakuman, c'est un exemple de ce qu'on peut faire en collaboration quand on fait du manga. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de trucs clés qu'on peut dire on fait comme ça, surtout sur de la collaboration, parce que c'est deux personnes donc qui vont forcément avoir des habitudes de travail et des envies un peu différentes. Donc voilà, selon chacun fait comme il veut. Et donc faut expérimenter en fait, tout simplement. C'est l'expérience qui va déterminer ce que vous préférez ou non. Autrement, là on t'a vu donc dessiner avec la tablette où il y a la fenêtre d'enregistrement du document. Parce que c'est important. C'est important. On enregistre tout le temps. Oui, c'est très important. Ça m'était arrivé une fois aujourd'hui. Ah, voilà. J'ai perdu. Donc en fait, c'était volontaire de montrer la fenêtre d'enregistre son travail. Oui. Exactement. Voilà. Et justement, c'est quoi ton rapport entre le papier et le digital, toi? C'est intéressant comme question parce que pour moi, c'est toujours un défi. J'arrive toujours pas, à mon avis, à garder vraiment même texture de crayon parce que ça fait des années que je dessine sur les feuilles et ça fait 3 ans à peu près, 2 ans et demi que j'ai commencé à dessiner sur la tablette graphique. Et la texture, c'est vachement différent. Enfin, tout est différent, mais surtout la texture. Et c'est un des trucs en fait que je suis en train de travailler là-dessus pour augmenter la qualité, pour m'améliorer parce que je suis toujours pas trop satisfaite. J'ai l'impression qu'en mode tradition, je suis plus à l'aise parce que ça fait 10 ans que je suis en mode feuille et 2 ans que je suis juste... Oui, du coup... Du coup, c'est quand même bien compliqué. Alors, pas à sauter. Ouais. Oui, mais... Justement, aujourd'hui, j'étais en train de parler avec mon prof. Et pour lui, c'était à l'envers. Il a dit, en 2005, quand il a dessiné sur la tablette, il était trop à l'aise, genre plus à l'aise que sur les feuilles. Du coup, il n'arrivait pas vraiment à m'expliquer comment je peux avancer, en fait, dans mon... comment je peux m'améliorer, améliorer la qualité de mon travail.
Parce que pour lui, c'était complètement à l'envers. Du coup, c'était quand même intéressant de... C'est un bon prof. Et alors justement, parce que là tu dis que tu es moins à l'aise et tout sur le numérique, Mhm. mais est-ce que tu devrais faire un manga en papier? Genre, Euh, t'as pas le droit à CTRL-Z, t'as pas le droit à changer vite fait la transformation de tel ou tel calque. Mm. Là, tu devrais faire ça en papier. Oui, pourquoi pas. Ouais. En fait, la seule chose qui me fait peur, c'est plutôt Oshi, mon chat, que CTRL-Z, en fait, parce que des fois, quand je dessine, il vient et joue avec stylet et tout. Ça m'était arrivé de jouer avec mon pinceau quand j'étais en train de faire aquarelle, et c'était un peu mal fini. Du coup, enfin, des fois. Les autres fois, j'étais en mode Oshi, non, c'est tranquille, mais voilà, du coup... je pense que CTRL-Z en soi, c'est pas vraiment. Pour moi, c'est pas vraiment logique. Enfin, je sais que j'ai pas de CTRL-Z, je sais que je peux pas gommer en fait ce que je suis en train de dessiner. Et voilà, du coup. C'est Ouais, faut qui m'embête, savoir, en fait. faut savoir où tu vas quoi dès que tu dessines un truc. Bah oui, c'est ça. Ouais. Parce que la nature a été main, c'est important. Ça te donne plus de possibilités quoi en soi. Et après, t'attaques. Mais c'est vrai que le passage du papier au digital peut ne pas forcément être difficile. Je pense qu'aujourd'hui, les gens vont avoir de moins en moins de mal avec ce passage parce que l'outil numérique, ça va être 100% sûr que c'est là où les gens auront commencé en fait aujourd'hui, je pense. Genre, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont commencer directement avec une tablette, je sais pas quoi, parce que ça va être de plus en plus simple d'en acquérir sur ce genre d'outils. Et du coup, petit à petit, va vraiment y avoir, je pense, à mon avis, peut-être une disparition du style traditionnel, quoi, où ce sera vraiment une catégorie en mode regardez, Ah oui. il fait encore sur le papier. Oui, et tout. Et il y a un autre truc que j'aimerais bien ajouter, c'est Ouais. que en France, parce que c'est plutôt BD qui... Oui. BD franco-belge. je crois, oui. ouais. Du coup, il y a plus en plus les gens, enfin, moi je parle tout le temps de mes profs, ils nous encouragent pour travailler sur les feuilles, vraies feuilles avec vrai métier parce que il nous dit genre si jamais un jour vous êtes devenu connu, vous pouvez vendre les planches originales. Et ça on voit on peut pas faire la même chose avec digital. Ouais. Enfin. Les NFT. Ah, c'est rigolo, ça, c'est l'anecdote. Faites des planches, des brouillons et tout. Ouais. Même quand on écrit un scénario, tu sais, en vrai, nous on écrit. J'ai jamais écrit de scénario Mec, sur papier, genre. Les fils conducteurs de du Morio Show, court-métrage, les fils conducteurs. dans oui. 4 ans, ça va valoir de l'or, ça. Oui, peut-être. Hein C'est vrai, c'est vrai. Ça Romain dépend. qui reprend tous les Ça dépend de vous. tous les fils conducteurs là, Oui, il va tous les vendre. Hein. Ouais, Ça va être, il va se faire notre- des couilles en or. c'est notre future confirme. fortune. Bah écoute, merci. Je suis là Merci. juste Ouais. pour ça. Il est là juste pour ça. Et bah ouais. Merci pour ce premier manuscrit. Merci. Rappelons aussi que, bah, quand même, parce que je crois que je l'ai pas resitué, mais tu es en cours d'études de graphisme et d'illustration, du coup. Voilà, Ouais. je rappelle ça. C'est pour ça que c'est elle qui fait le dessin de la planche ce soir. Bah écoute, tu peux laisser le premier manuscrit là, ça va nous servir tout à l'heure. Ouais. Donc on se dit à tout à l'heure aussi, Nino. Tu vas pouvoir D'accord. retourner À tout à l'heure. travailler sur les ancrages et tout. Et tout le Croisez reste le de la doigt. planche. Je- Et bah bon courage à toi, Merci. Gambate, Merci. et on se retrouve tout à l'heure. Bon, alors bah maintenant que le manuscrit là, on a bien remodifié, on a un peu pensé à tous les comment dire, toutes les difficultés qu'on pouvait avoir. Et ben, je pense qu'on va peut-être pouvoir aller rencontrer notre éditeur. Qu'est-ce qu'il fait? Il se prépare déjà, il prépare ses affaires pour rencontrer l'éditeur. Mais en fait, avant peut-être de le rencontrer, va falloir qu'on sache à quoi ça sert aussi un éditeur. Premièrement, lorsqu'on entend éditeur, en fait, ça fait référence déjà à deux choses qu'il faut bien distinguer. Eh ben, il y a la structure et l'individu. Donc la première, la structure, c'est la maison d'édition. C'est, voilà, vous voyez leur logo hein, partout quand vous achetez un manga, hein, sur les cotes et dans les jaquettes des mangas ou même tous les bouquins que vous pouvez lire. Donc vous connaissez sûrement de noms Pika, Kana, Glénat, Kazé,
Soleil Manga, Delcourt Tonkam, enfin voilà, il y en a plein. Dans la BD française, on trouve aussi un peu les mêmes enseignes, mais sur des branches différentes, du coup. Dupuis, Delcourt, Glénat, Casterman, etc. Et au Japon, vous avez sans doute entendu parler de la Shueisha, qui est l'une des grosses maisons d'édition, une immense maison d'édition qui publie de nombreux magazines hebdomadaires, mensuels parfois, et des tomes de manga à succès, du coup. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie, tout ça, ces maisons d'édition ? En fait, il s'agit au même titre que dans la production d'un film, la boîte de production, d'encadrer en fait toute l'œuvre, de financer, de diffuser l'œuvre aussi d'un auteur. Le premier rachat, si on veut, c'est celui de l'idée. C'est-à-dire, il s'agit donc de permettre au mangaka en fait, d'être vendu et donc lu, ce qui est sûrement la chose la plus importante, je pense, après avoir travaillé. Voilà, faut bien que ça arrive dans les yeux des futurs fans. Et avec ça, la maison d'édition, c'est une véritable entreprise en fait, qui rémunère les auteurs, qui protège les œuvres, au sens des droits d'auteur, de la protection des copyrights, et qui va aussi savoir trouver toute la main-d'œuvre nécessaire. Notamment, c'est plus répandu au Japon d'aller recruter les assistants pour faire les décors, les coloristes aussi qui viennent travailler la couleur. Voilà, ça c'est assez répandu au Japon parce qu'ils ont vraiment l'industrie du manga, quoi. La maison d'édition propose aussi, et c'est là que c'est intéressant aussi, un accompagnement. C'est là qu'entre en jeu l'éditeur au sens de l'individu. Alors l'éditeur, avant d'accompagner, il sélectionne, c'est-à-dire qu'il doit faire preuve de rigueur, il doit vraiment se porter garant des codes et des critères en fait, de cible éditoriale de la maison d'édition pour pouvoir inviter une œuvre dans la maison d'édition, inviter un auteur à être publié dans tel ou tel magazine ou telle en telle maison d'édition. Et du coup, le manga édité doit vraiment correspondre à la ligne éditoriale, quoi. Ça, c'est vraiment un truc... et je pense qu'ils y veillent tout au long de même après avoir l'idée, l'auteur ne peut pas faire n'importe quoi. Je vais en parler tout à l'heure, le côté liberté et les limites que ça pose, mais il y a vraiment cette idée d'encadrer tout ça. Et du coup, il va sélectionner des formes nouvelles ou des formes originales, de présenter des histoires, ou alors des trucs qui marchent. Voilà, ils savent que ça marche, ils savent que ça se vende, donc ils vont les poser, les imposer parfois aussi dans les mangas des auteurs qui viennent se faire éditer. L'important, c'est évidemment toujours d'attirer, de faire en sorte que ça soit pérenne, quoi, et que ça attire aussi les générations suivantes, quoi, et qu'un manga ne s'arrête pas au bout de 2-3 ans et qu'il ne fasse plus parler de lui, quoi. C'est vraiment pas ce que voudraient les maisons d'édition, ni même l'auteur, je pense. Ça dépend, mais voilà. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que l'éditeur, il décèle un potentiel quand il va rencontrer pour la première fois l'auteur, ou peut-être après plusieurs réunions. À un moment donné, il va se dire « Ah ouais, ok, il y a un truc. Voilà, il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose. » Et c'est ensuite, une fois qu'ils ont décidé de publier la série, de sérialiser, on dit du coup, qu'il y a une relation auteur-éditeur, vraiment, de personne à personne qui s'installe. Et c'est une vraie relation de collègues, finalement, d'une certaine manière. Et donc, ils vont faire de nombreuses réunions pour voir les storyboards, pour planifier les futurs chapitres, etc. Voilà, tout au long du travail, jusqu'à la date de publication, en fait, pour retravailler ce qui doit être retravaillé avant la date de publication de chaque chapitre ou de chaque tome, si ça sort en tome. Mais alors, du coup, quelles limites ça pose ? Comme je disais tout à l'heure, la créativité et l'imagination, c'est des choses un peu formidables, mais pour qu'elles puissent être dévoilées en fait, au plus large public, il faut qu'elles soient un petit peu contraintes, cette imagination-là. Faut qu'il y ait un peu des choses qui viennent s'imposer. Il y a souvent un rapport particulier, on entend souvent parler, pour les auteurs, que ce soit les auteurs de livres, même de films, entre vraiment liberté et édition, ou production, si on veut, dans le cinéma. Et c'est probablement la même question qui se pose pour tout artiste, en fait, qui dépend d'un système d'encadrement tel que je l'ai raconté, quoi. Sans ces structures et ces individus professionnels, en fait, qui sont les éditeurs, ces gens, ils sont très au fait souvent du marché, de ce qui marche, des succès, de comment bien amener un manga à être lu. Sans ça, l'auteur peut y arriver, mais il devra se débrouiller seul. Il devra faire toute la partie à la fois édition. Donc c'est une double aventure. Il devra à la fois éditer
et créer son manga, quoi. Donc ça, c'est le travail de l'auto-édition. Il y a aussi des structures qui peuvent s'organiser autour de l'auto-édition, quelqu'un qui est en quelque sorte l'éditeur, mais c'est une boîte à une échelle plus petite, et du coup, ils arrivent à s'en sortir comme ça. Ça peut aussi exister. Et du coup, notamment en France, peut-être au Japon, on ne le sait pas. Pour finir, je pense que beaucoup de nos spectateurs se demandent quand même comment on peut accéder à cet univers-là, que ce soit en tant que auteur pour être édité, ou alors même parfois peut-être en tant qu'éditeur, ça peut être très intéressant. Et bien, premièrement, je crois pouvoir vous dire sans risque que c'est l'effort et le travail qui seront vos premiers partenaires. Après, si vous estimez être à un niveau de dessin suffisant, par exemple, ou d'avoir une histoire qui pourrait plaire, il ne faut surtout pas hésiter à aller au contact des maisons d'édition. Là, je parle pour les spectateurs français qui auraient des projets. Il ne faut surtout pas hésiter à envoyer des mails ou à aller les rencontrer directement. Et vous obtiendrez normalement des retours. Hein. Logiquement, dans ce milieu-là, même quand on est refusé ou quand on obtient des retours, donc c'est quand même sympa. Ensuite, il faut aussi prendre note que tous les métiers qui concernent l'édition de livres, de BD, de manga, il y a des formations qui existent, hein, des écoles même, il y en a plusieurs. Donc informez-vous, hein, je ne vais pas en citer, mais vous pouvez les trouver en quelques clics si vous tapez école de manga, machin, notamment à Angoulême. Je donne un petit indice. Mais vu que c'est la ville qui accueille le festival de la BD, grand festival de la BD. Donc voilà, ça, si ça vous intéresse, les écoles, faut pas hésiter non plus. Enfin bon, tout ça pour vous dire que maintenant, puisque nous parlons de Bakuman, nous allons vous montrer un extrait de Bakuman pour vous montrer à quoi ressemble une réunion entre des auteurs et un éditeur, du coup, dans la série.何この沈黙。まさか外した？呆れて評価もできないとか？前よりダメ？この前より数段良くなってる。びっくりしたよ。話も絵も指摘したところが解消されてとても良くなってる。特に話がいい。はい、今回は真白の意見もいっぱい入れたので。このビームサーベル持たせたのもいいね。アクションがぐっと引き立ってるよ。それも真白のアイディアなんです。刀出そうって言ったのは僕なんですけどね。今人気のよかった。服部さんの評価も悪くない。なるほど。これなら。そうだ。今日9月30日だし、これ手塚賞に出してみない？はい。そういえば僕たち必ず次の手塚賞に入ってみせます。それで間に合うように。いけるかも。いや、これはいける。コーヒー飲むだろ？いいんですか？手塚賞の結果が出るのは11月だ。それまで黙って待ってる手はないよ。もう一作。次はもうネクストに載せるぐらいの気持ちで書いてよ。ネクスト？知ってるだろ？少年ジャックネクスト。年に3回発行されてる少年ジャックの増刊号。新人はもちろん連載経験者の作品も掲載されて、ここで力を認められれば本誌への扉が開かれるという、いわば登竜門のような雑誌。もちろん。そこに僕らの作品を？驚くことないだろう。これが手塚賞に入賞すれば次はデビューだ。いやでも入賞できるって決まったわけじゃないですよね。それはそうだが、たとえ入賞できなかったとしても、これはどこに出しても恥ずかしくない出来だ。そう僕は思ってる。だから次は具体的に掲載することを目標に書いてみよう。自信はあったけど、そんなによくできてたかな。あの話は面白いよ。俺もいけると思う。そっか。じゃあ素直に喜んどこう。とりあえずラノベ向きからは卒業だ。Bon, désolé pour le retard, hein, on revient là tout juste du rendez-vous avec notre éditeur, donc on lui a passé le manuscrit,
Et on verra si ça s'est bien passé. Tu t'en penses quoi, toi? Je pense que ça s'est pas trop mal passé. J'avoue que j'étais un peu stressé au départ, mais Ah ouais, bon, hein. je pense que. C'est intimidant avec un éditeur. Enfin bref, reprenons Oui, peut-être nos échanges. Alors, on était là dans une maison d'édition, mais on n'a pas croisé. On aura peut-être espéré croiser Tsugumi Oba, qui est donc l'auteur de Bakuman. Parce que apparemment c'est un auteur mystérieux. Est-ce que tu sais pourquoi Léon ? Et ben, je sais que déjà on n'en sait pas, on sait pas grand chose sur lui. Il dévoile pas trop sa vie et même peut-être son visage à découvert, quoi. Il est complètement anonyme. Et ça va bien avec les auteurs qui sont bien sûr voilà, c'est les drama queens. Bien sûr. Plus quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un mystère qui plane sur l'identité. C'est un mystère puisque son nom serait pas forcément son vrai nom. Et il y en a qui pensent que ça pourrait être une femme, d'autres pas vraiment. Ça a priori plutôt un homme quand même. Enfin voilà, il y a toute une question. Enfin voilà, c'est assez rigolo d'avoir ce mystère autour de l'auteur de Bakuman. Et bah du coup pas que de Bakuman, puisque ils ont aussi fait... Death Note, Note Platinum Man, tout ça, mais c'est-à-dire que quand il arrivait aux réunions, tu crois qu'il était genre comme ça, parce qu'il venait pas, et que c'était en si, visio. quand même, c'est important de dire. Oui, je pense que si, quand même. C'est-à-dire qu'il y a certains auteurs, il y a certains mangaka qui doivent le connaître, tu vois. C'est elle dans Death Note, en fait. Personne connaît son vrai nom, c'est comme ça. ça, il peut pas se faire tuer. Genre, le mec, il est devenu tellement... Ça se trouve, c'est ça, il était en mode... Ça se trouve, il y a vraiment un nom qui existe et tout. Personne ne connaîtra. Ou alors, il l'a écrit parce que ça lui est arrivé. Ouais, c'est ça en fait. Bon, alors sa narration, elle est quand même super intéressante. On revient sur la narration. De Tsugumi Oba, justement. Parce qu'on l'a dit moult fois, il n'y a pas d'antagoniste. Donc comment on fait? C'est une structure un peu particulière, une structure qui revient même carrément dans l'œuvre de Bakuman, puisque c'est la confrontation... c'est un non-battle battle manga. Voilà, mais qu'est-ce que ça veut dire? je mets mon chapeau comme ça. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Le non-battle battle manga, ça veut dire qu'il n'y a pas de confrontation directe avec des antagonistes, mais il y a ce système de rivalité qui fait qu'ils vont s'affronter indirectement à travers leur propre création. Et donc c'est littéralement genre ils se donnent des coups de storyboard, quoi, tu vois. Oui, si on veut. Et donc aujourd'hui, en fait, on a pas mal d'exemples de ce non-battle battle manga, notamment avec Food Wars, où c'est littéralement ça. C'est des participants qui doivent cuisiner et tout. Et en fait, c'est genre, moi, mon plat sera meilleur et tout. Oui, en gros, il faut ça. faire jouir le plus fort le jury, quoi. Mais il y a c'est, pas... c'est le but, quoi. Il y a pas... C'est fair play, genre, il n'y a pas d'interférence, genre, tu balances des trucs sur l'équipe adverse pour qu'ils réussissent pas, quoi. Ouais. C'est ça aussi qui est très important. Dans Bakuman, il n'y a pas un auteur qui va se dire « Oh, lui, il faut pas qu'il soit publié, alors je vais aller brûler sa maison et tout. » Genre, non, mais... Non, mais c'est ça aussi qui est super important, parce que ça, s'il y avait un truc comme ça dans Bakuman, ça enlèverait ce truc good feeling quand même, ce truc de on se sent bien quoi à regarder Bakuman et bon, des fois il y a des trucs qui vont pas très bien, mais en fait ça, il y a pas de gros méchants et tout. Tu sais, ça me fait penser ça. D'un coup là, j'ai un éclair de souvenirs de vieux trucs, vieux dessins animés où t'avais genre des matchs de sport ou des trucs comme ça, et souvent dans les intrigues de cartoon c'était genre oh non on m'a volé mes baskets et tout, parce que c'est genre les étudiants ils sont méchants entre eux, quoi, genre non là il y a vraiment pas ça, hein. Il y a juste un mec, un étudiant, un lycéen là qui est un peu relou, mais c'est juste qui est chiant, quoi, genre il est juste en mode c'est nul les mangas que vous faites, quoi. Mais sinon s'il y a un antagoniste, c'est presque lui en fait. Il se reçoit un pain et puis voilà, tout va bien. Il se reçoit un pain et c'est fini. mais bon, non, c'est vrai que là-dessus c'est quand même assez intéressant. Ce qu'on aime bien, c'est la mise en habit, hein, du coup. Forcément. Les mangas, vous avez déjà vu des extraits. Vous voyez, voilà. Et des gens ils font du manga, c'est un manga. Voilà. C'est super, c'est génial vraiment. T'as les séquences où en fait ils t'expliquent l'histoire du manga qu'ils sont en train de créer, et du coup c'est le truc où genre tout devient noir et t'as juste les cases comme ça, tu vois, et t'as par-dessus des gens qui viennent doubler, donc c'est souvent même les seiyuu de la série, quoi, de Bakuman, des personnages de Bakuman, et donc ils viennent doubler ce qui se passe dans les cases, donc c'est vraiment genre comme si tu lisais un manga et tout, tu te faisais les voix dans la tête. Et il y en a certains, t'as des... En fait,
ça se sent que Tsugumi Ohba, genre il a gardé plein de pitch et tout intéressant qu'il a jamais pu développer en manga, et du coup il a tout ressorti là. Et en fait il y en a certains où genre tu lis, non justement tu lis pas, genre tu regardes l'animé ou genre t'es en manga, et en fait t'es genre oh mais je veux trop le voir moi en manga ce truc là, ça a l'air trop bien et tout, et du coup tu développes et tout, et genre c'est génial. Et après tu peux voir quand t'as certaines séries qui sont sur le long terme, où ils ont plusieurs tomes, tu sais, de sortie, et bah tu peux voir un peu aussi comment ça évolue, comment leur série évolue. Et en fait c'est marrant parce que au fur et à mesure que Bakuman évolue, c'est chacune des séries, des auteurs, des deux lycéens et tout, qui évoluent en même temps. Oui, il y a une grosse mouvement en abîme, ouais. Ouais, bah de ouf. Du coup c'est une œuvre unique dans son genre. Ouais, c'est vrai qu'on... il y a pas grand chose dans ce style là, oui. Et je pense qu'on a quand même on a quand même, tu vois, on les voit se donner des coups de pinceau, c'est exactement ça, ouais. Et en fait on en a déjà parlé dans le passé, mais ce serait génial d'avoir un manga sur genre le cinéma ou les trucs comme ça, parce que ça te donne... Il y a tellement de possibilités dans le cinéma, dans les tensions. Il y avait Act Age qui était sur plutôt... le monde des acteurs. Ouais, le monde des acteurs. Ça a été arrêté. Oui, pour des raisons malheureuses. Mais... Non, un manga sur le cinéma, enfin, nous qui venons un peu de cet univers-là, enfin, qui avons fait des études en tout cas, ce serait trop bien. Enfin, il y a trop un moyen de développer des archétypes de personnages. Oui. Avec les scénaristes, les techniciens, les machinistes, les gens qui sont plutôt genre assistants réalisateurs, qui sont tout le temps en train de voir le temps, qui sont stressés et tout. Genre, faudrait quelqu'un qui est en à côté, t'as quand même un animé qui est sur la production de manga. Ah oui. Donc tu vois l'équipe qui est tout le temps en crush là, comment ils appellent, crunch, parce que ils ont plein de séries à côté en fait en même temps, ils doivent avancer sur tel épisode et tout. C'était intéressant parce qu'on voyait un peu les points de vue de tout le monde, et on voyait à quel point c'était difficile pour certains de suivre le rythme, notamment des séries hebdomadaires, et comme One Piece. Et je sais pas comment ils font en ce moment. Ouais. Et donc les œuvres comme ça, c'est assez rare, et en fait moi j'adore parce que on apprend plein de choses en fait là-dedans, et notamment un autre unique en son genre, mais il y a quand même j'ai pas le nom en tête, il est assez compliqué, mais c'est Keep Your Hands Off, et après c'est le nom d'un personnage principal. D'accord. Et en fait c'est un animé donc il me semble original, qui est sorti il y a 2 ans à peu près, et qui traite de la création. Alors là c'est plus de l'animé, et en fait c'est genre deux collégiennes ou 2 lycéennes qui font justement pendant les cours et tout, à côté des cours, ils font de l'animation. Donc ils apprennent un petit peu, en fait au début ils font une petite prod qui est pas ouf, et puis tu vois ils évoluent petit à petit, et donc tu vois à côté, d'un coup t'as la vision de l'auteur, après t'as la vision du producteur entre guillemets, et l'animé utilise ce côté animé pour faire genre le scénariste il rentre dans son univers avec plein de trucs qui volent et tout, donc il vole sur les machines et tout, enfin il y a ce truc là, et la grosse mise en abîme dans le monde de l'animé. Donc voilà, mais après c'est vrai que le manga, je pense que quand tu sors Bakuman, les gens ils osent pas trop faire autre chose sur le manga en fait, tout simplement. Oui, du coup ouais. Alors il y a quand même un truc qui me dérange moi avec Bakuman, c'est pour un peu le point mitigé, moins nuancé dans l'échange. C'est quand même des fois justement ce truc de pas avoir d'antagoniste, tout ça, qui donne l'impression des fois que dans l'avancement de l'histoire, du coup, ils bossent sur leur truc, machin, ok, super. Et en fait, t'as l'impression du coup que d'un point de vue scénaristique, les succès et les échecs, genre est-ce que vous êtes pris, est-ce que vous n'êtes pas pris, est-ce que ce chapitre-là il aura un bon classement ou pas. Comme les préparations sont souvent un peu pareilles, sauf des fois où il y a des trucs un peu particuliers, genre où il va à l'hôpital et il continue son manga, mais et moi ça me donne l'impression un peu que des fois les échecs et les réussites sont un peu tirés à pile ou face, quoi. En termes de scénariste, je vois pas, enfin, je sais pas si tu vois le truc, genre en mode comment t'écris ça, quoi, parce que du coup je viens de faire 2 épisodes ou 2 chapitres ou je sais pas quoi, où ils sont en train de se dire le projet là il avance pas trop, machin, et à la fin hop ils se motivent à fond et tout ça, et après tu dis
Est-ce que du coup je les fais réussir et ça fera plaisir aux spectateurs? Est-ce que je les fais échouer parce que du coup derrière je veux encore dire que l'effort doit être plus fort encore ou je ne sais quoi, tu vois. Des fois t'as un peu ce côté-là parce que c'est toujours les mêmes scènes en mode ils attendent au téléphone et c'est oui ou c'est non. Oui. Après, en fait, c'est basiquement ce qui se passe au quotidien hein, quand t'es mangaka. Donc, pour le coup, là, c'est assez réaliste. Ce serait fidèle. Donc. Ce serait assez fidèle. C'est tout ou rien, en fait, j'imagine, sur certains trucs. Et puis après, c'est plus seulement... Parce que là, en fait, ce que tu dis, c'est vraiment sur le moment où ils essayent d'obtenir une série. Après, il y a beaucoup ce truc de... aussi, il faut monter dans le classement. Et donc là, après, c'est plus seulement oui ou non, c'est... oui bien, oui mieux, oui machin, est-ce que c'est un classement? Donc c'est sur une échelle de 10 ou je sais pas combien. Et donc là c'est un peu plus nuancé. Mais ça reste quand même... Tu vois, des fois t'as des trucs où ils sont genre... Tu sais, ça marche bien au classement et tout. Tu prends l'épisode d'après et ils sont genre... On n'y arrive plus. Et t'es genre, bah il s'est passé quoi? Et donc ça dépend de là où ils veulent faire aller l'histoire, quoi. Ça, c'est vrai que le truc sur le classement c'est intéressant parce que finalement... Comment s'assurer que un manga soit dans le top 3 par exemple sur 10 mangas publiés dans un hebdomadaire, tu vois. Comme les gens votent à chaque fois, hein, c'est pour ça qu'il y a un classement. Les lecteurs votent. Et bah par exemple, si je prenais à l'époque One Piece, Bleach et Naruto, comment est-ce qu'ils étaient vraiment sûrs chaque semaine que One Piece, Bleach ou Naruto soient dans le top 3-4, tu vois? Ou est-ce que des fois d'un coup, hop, tu vas aller avoir un Naruto 8ème ou un One Piece, hop, 9ème, je sais pas trop, enfin tu vois, genre. Et après, la semaine suivante, ça allait bien, et comme c'est les mangas qui faisaient le plus vendre, il n'y avait pas trop de risques. Mais tu vois, c'est vrai qu'il y a un peu quand même ce côté chance, parce que tu peux pas vraiment le prévoir non plus, quoi. Et même si c'est le travail qui est fait en amont, et je pense que les éditeurs, c'est ça aussi leur métier, c'est d'essayer de poser des critères d'assurance sur c'est toujours ça en fait, quand tu t'intéresses à qu'est-ce qui va plaire ou pas au public, et du coup sur quoi tu t'appuies, quoi, sur des expériences passées, mais en même temps le public il évolue, etc. Et en même temps l'éditeur il est pas là que pour ça, heureusement. Non bien sûr. Mais il s'assure que ce soit aussi agréable à lire, tout ça. Oui. Parce que en fait tu peux pas ça marche ce truc de faire des choses qui plaisent ou des assurances comme tu dis, mais en fait au bout d'un moment si ton manga il est rempli d'assurances, bah ça va plus marcher. Bah bien sûr. Oui, non mais mais justement voilà, faut savoir bien les parsemer. C'est chaotique comme ouais. Du coup c'est incontrôlable presque. Enfin c'est super compliqué. Et bah mine de rien, pour clore ce petit point, mais genre il y a Mashiro qui dit à son collègue qui dit justement genre les 3 points dans le manga, enfin pour être mangaka et tout, selon son oncle du coup qui était mangaka, et ben c'est genre justement hop, tu fournis du travail, t'as un petit peu d'orgueil parce que faut y aller, quoi, faut être un peu sûr de soi, et le 3ème, la chance, genre il le dit clairement. C'est soit 70% de chance, c'est ça. Oui, c'est ça. 30% de travail. Ouais, non mais c'est voilà. Ouais, d'accord. Bah du coup ça reste un peu réaliste et cohérent par rapport à ce qui se dit, quoi, dans l'œuvre. Après, on en a peu parlé, alors que quand même, on a parlé de Tsugumi Ohba, mais Obata. Oui. Obata, c'est quand même le GOAT hein, en termes d'esthétique. Oui. C'est, quand tu regardes Death Note, c'est magnifique, quoi. Même Platinum N, genre, tu ouvres le truc, t'es genre, oh, c'est trop beau et tout, c'est trop satisfaisant. Et donc Bakuman, ça déroge pas à la règle. Et d'autant plus que pardon, c'est cool parce que comme il y a plusieurs mangas avec différents mangaka qui ont différents styles de dessin, et là il peut s'éclater en fait. Bakuman, si tu as envie de voir toute la créativité d'Obata en étant très diversifiée, Bakuman c'est le meilleur manga pour ça, parce que t'en as pour tous les goûts en fait. Tu as son style, tu as le style d'Obata dans tous les styles quasiment qui existent, parce qu'il y a plein de mangaka qui font plein de mangas différents dans Bakuman. Oui, c'est vraiment le gros attrait du truc. Oui, c'est ça qui est incroyable, c'est que du coup il encadre, il arrive à dessiner tous les styles de chaque mangaka. Ouais. C'est ouf. C'est ça qui est assez fou. Ouais. Et alors après au niveau de l'animé, ce qu'on peut noter notamment, et je pense que vous l'avez vu dans les extraits, c'est très clair, il n'y a rien de sombre. Là où dans Death Note, sombre tout le temps, genre même quand il y a une lumière, c'est un néon qui fait des ombres.
Et sauf quand ils font du tennis, là, ils sont un peu... mais justement, c'était fait exprès parce que t'avais le côté amitié à moitié qui se faisait. Enfin, genre, c'était un mélange. Et, mais là, non, du coup, dans Bakuman, on voit l'atelier dans lequel ils travaillent, machin. C'est bien éclairé, t'as des couleurs un peu chatoyantes et confortables, du bois, des couleurs bois, c'est rempli de manga et tout ça. T'as un peu ce côté-là, atelier cosy, quoi. Mais quand même bien éclairé, et je trouve qu'il y a vraiment un truc avec l'éclairage global, en fait, des scènes dans Bakuman. Je trouve qu'il y a vraiment un truc là-dessus. Après, pour l'animé, évidemment, les musiques, locomotive de toute l'inspiration qu'on a aussi de créer des projets après avoir regardé un épisode de Bakuman, c'est porté par les musiques, quoi. Ouais. Tout le truc un peu rock et tout. Rock un peu grunge, là, ça balance, quoi. Et après, t'as tous les trucs un peu plus calmes aussi. Et tout. Oui. Bah oui, c'est ça, parce que il se passe des heures et des heures, et du coup, il y a un petit peu des trucs plus calmes. T'as l'été qui arrive à un moment donné, et on sent quelque chose d'un peu, voilà. Aussi, c'est-à-dire qu'on disait tout à l'heure, ils sont investis à fond dans la vie, mais à côté, bah, ils vivent quand même dans le monde, et t'as les saisons qui passent, machin. Ils ont quand même aussi les moods en mode bon bah là on approche bientôt des vacances d'été ou des vacances d'hiver ou machin. Enfin, ça rythme aussi quand même malgré tout leur vie, même s'ils passent beaucoup de temps dans l'atelier, je pense. Ouais, mais là les musiques dans Bakuman, c'est vrai que ça a été quelque chose de c'est le point quasiment le plus motivant, quoi. Oui. Et du coup bah c'est un feeling un peu différent quand tu lis le manga, quoi. Tu ressens l'excitation des personnages, mais peut-être un peu moins ce côté peut-être je sais pas, genre motivation plus dedans. Et l'énergie, quoi. Mais tu vois, tu parlais de tout ce qui est musique. Après t'as le doublage avec Hazuki Miho, donc du coup t'as tout cet aspect là. Des fois dans l'animé, en fait tu crois c'est l'opening, mais en fait c'est l'opening d'un autre animé, et donc ça passe encore mieux dans l'animé parce que t'es dedans et t'es genre attends, j'ai lancé le bon truc ou quoi. Et du coup tu vois vraiment tout. En fait, la consécration de l'animé pour Bakuman, et bah c'est encore une mise en abîme parce que c'est encore une fois un objectif des personnages, c'est l'objectif principal même depuis le début, et donc voilà, c'est genre t'as deux miroirs qui se regardent dans Bakuman et ça fait ça, et t'arrêtes pas d'avoir des mises en abîme comme ça, mais qui sont vraiment qui servent au récit, quoi. C'est ça qui est super intéressant, et donc voilà, moi l'animé ça reste dans mon kokoro. C'est quand même l'énergie, ouais. Mais il n'y a pas que donc le manga et l'animé. Il n'y a pas que la 2D. Oui. Et là je suis en sueur. Il y a aussi le live action. Et là on a déjà passé quelques vous avez petits vu un peu extraits les images, ça a dû vous intriguer. Picture in picture. Et pourtant on vous a pris les meilleurs extraits, je pense, du film. Oui. Et ben live action sympa quand même. Enfin il y a un mélange, quoi. Entre des trucs un peu spéciaux et des trucs assez intéressants. Alors ça, notamment, c'est vraiment des scènes qui ont... Je pense que c'était vraiment les idées principales du live action. C'était de faire des combats de planches. Et ça ressemble bien au non-battle battle manga. Du coup. Il y a vraiment des trucs qui sont intéressants parce que c'est pas simple quand même de faire un film sur des gens qui font du manga. Et de rendre ça un peu shonen, un peu un peu plus animé que un film basique où tu filmes les planches, quoi. Là après c'est japonais, donc forcément t'as certaines choses c'est ça, décode, c'est leur esprit, quoi. Mais ils sont allés au bout parce que par exemple genre dans le générique de fin notamment, t'as toute une bibliothèque comme ça, et en fait on voit plein de tomes des différents mangaka qui ont été ils sont vraiment allés faire la couverture, en fait. Et ces tomes-là, on les voit pas dans le film en soi. Donc du coup, ils sont vraiment allés jusqu'à imprimer les couvertures comme sont les couvertures dans le manga, en fait, des différents mangaka. Donc il y a quand même une attention aux détails, et ça c'est très pas beau, mal, ça.
ouais, les Il a une codes. serviette autour du cou. Oui, Il est su tellement quoi. c'est quand même assez respecté et je pense que c'est pas anodin parce que bah forcément c'est le pays du manga donc ils vont être le mieux renseignés possible quoi en soi. Mais en effet il y a quand même comme tu disais des petits trucs qui sont un peu particuliers peut-être. Notamment on n'a pas forcément le même mood sur les musiques qui sont un peu plus ralenties. C'est pas la même chose. Alors Non, oui. c'est peut-être une volonté aussi. Sur l'illustration musicale. Ouais, sur l'illustration La musicale, compagnie c'est peut-être une volonté un peu différente, mais du coup tu ressens pas le même mood et du coup tu te retiens un petit peu. Mais en soi, c'est quelque chose de très regardable. Il est difficile hein, à trouver ce live action, mais ouais. Mais alors du coup, on a quand même donc les différents personnages qui sont bien représentés hein, dans le live action. Ils ressemblent plutôt pas mal à l'idée de ce que je me faisais s'ils existaient en vrai. Et puis t'as aussi les éditeurs qui sont forcément un peu plus représentés en mode genre c'est des acteurs plus carrés et tout. Ah oui. Ouais. Et alors on a la relation quand même avec les éditeurs qui est un petit peu particulière on peut dire parce que on a un sérieux qui est un peu plus présent que dans le manga. On a un truc un peu plus sec, je sais pas, c'est l'impression que j'ai eue en regardant le film. Et on a les vrais bureaux. Alors, il me semble que c'est quand même les bureaux du Jump, je pense, qui sont peut-être allés filmer en vrai. Ah ouais, tu penses? Ok. Bah, je pense qu'il y aurait quand même. Que ça se refait en. Bah ouais. Bah, je pense qu'il y aurait quand même moyen d'aller filmer ça pour un film quoi. Donc ouais, à mon avis ils ont quand même pas mal bossé le truc. Et après qu'est-ce qu'on a? On a l'éditeur aussi, enfin l'éditeur, comment il s'appelle déjà? C'était le grand-père de. Personne. C'est qui? Allô? D'accord. Au revoir. C'était qui? Bah mec, on est sélectionné en fait. C'était l'éditeur? Oui. On est sélectionné? On est sélectionné. Oh ouais, c'est trop bien. Bon alors Nino, Ok, oui. tu es avec nous, je suis allé te chercher Oui. dans ton atelier. Ça veut dire que on a avancé là, pendant l'émission. C'est pas fini totalement, je pense. Non, j'étais quand même en plein rush aussi. Parce que, Ouais. Parce qu'au final, on n'avait pas vraiment beaucoup de temps. Du coup, il y a pas mal de traits. On a manqué pas mal de traits. Il y a pas mal de choses, notamment les trains. On n'avait pas le temps pour travailler là-dessus. Du coup, Oui. du coup, ça, c'est la version rush. C'est une version. C'est une version un peu rush, oui. Mais somme toute, je pense qu'on a quand même un résultat qui est montrable. Oui, ça va. Alors, je pense qu'on va y aller, on va la montrer. Je suis un peu stressé de montrer ce travail collectif. Moi aussi. Ouais, tu es stressé aussi, que tu as déjà montré. Et je pense que ça va bientôt s'afficher là sur votre écran. Ne me dis pas qu'il reste une dernière transformation. Bingo, on s'est entraîné pour ce moment, et je mourrais d'envie de te la montrer. Mon Glarius va évoluer. Mode assaut. Glarius Omega, il est temps de mettre fin à ce duel. Ouais, c'était le super doublage de notre planche. Oui, surtout. Ouais. Et tu as fait le groix de Glarius qui est absolument incroyable.
Elle a doublé Glarius, quoi. Bon, bah voilà ce que ça donne en gros. On peut peut-être l'afficher un petit peu comme ça aussi en global de temps en temps. Mais bah écoute, comment est-ce que tu... Quel ressenti après ce travail C'était quand même chouette. Ouais. En plus, Epson m'avait quand même laissé de maquiller les petits-enfants. Parce que le maquillage, c'est... Bah comme c'est cirque et tout ça, en plus, Ouais. y a moyen de mettre des couleurs Oui, un c'est peu ça. partout Ouais. sur les visages. Oui, j'ai déjà imaginé les couleurs aussi. Du coup, c'était quand même bien chouette, je trouve. Et on doit genre... comment dire, je dois répéter ça qu'ils sont des mecs, enfin des petits garçons. Ouais. Mais le maquillage, c'est pour tout le monde, n'est-ce pas? Oui, bah surtout dans le domaine du spectacle, je pense qu'il y a moyen de se faire plier. On a un scénario en plus qui peut être intéressant, qui peut vraiment aller loin, là, cette rencontre. Ah ouais, il peut évoluer le scénario peut-être. Ouais. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est pour qu'on le redise, hein, mais c'est quand même... ça se fait pas normalement en si peu de temps, une planche. Bien sûr. Donc voilà, il y a eu des raccourcis et puis surtout, c'est quelque chose qui a travaillé bien plus longtemps. Donc tu as tout rushé pour réussir à avoir une version propre quand même pour cette fin d'émission. Mais voilà, ça prend un peu plus de temps, je pense, de faire une planche, en sachant que nos chers mangaka japonais, avec tous leurs assistants, des fois ils tournent à 5 pages, 5 planches par jour, ce qui est un rythme phénoménal. C'est horrible. Et même si on avait, si on avait autant d'assistants, je pense que c'est faisable, hein, mais c'est quand même un rythme assez conséquent. Oui, on a remarqué ça que les mangaka, normalement, ils sont en couple d'un côté scénario aussi. Du coup, ça montre encore plus charge de travail. Ouais, carrément. Bah, y a des duos aussi, comme Ouais. on a parlé dans notre émission, là, Heureusement. Obata et Oba. Mais c'est vrai que c'est une énorme charge. Alors, bon, en live, c'était pas trop compliqué avec tes venues sur l'atelier et tout, sur le plateau. Ça va, c'était... Non, c'était calme. C'était gérable. Oui. Ok. Mais alors intéressant parce que tes enfants, ils font un peu mature dans leurs traits, genre c'est le style esthétique, genre ça fait... Je sais pas si ton salon, t'as un côté vachement... Ouais. Enfin, il reste quand même assez... jeune. Assez clair, je voulais dire. Oui. Genre, bien sûr que si on ajoute un petit peu les couleurs genre noires ou plus foncées, ça va ajouter un peu plus côté enfantine. Oui, peut-être, oui. Et c'est vrai que quand tu regardes tous les personnages enfants dans Yu-Gi-Oh! Et Beyblade, ils ont des traits d'enfants, même la taille d'enfant, tu vois, une morphologie d'enfant, mais c'est quand même des traits très adultes et tout, un comportement. Ouais, ça peut arriver. Ils sont dans le combat en fait, donc ils sont genre comme ça, tu vois. Ouais, c'est vrai, ouais. Donc moi ça me. Oui, ça des fois il y en a même qui font peur, quoi. Ouais. C'est des genre les méchants dans Beyblade et tout. C'est-à-dire des gosses, quand ils sont nés, ils étaient déjà genre. Ouais. Comme ça, tout mort, tu vois. Pour Ça me rappelle Gon. C'est quand même bien différent. Oui, bah du coup Gon, oui, c'est spécial, mais dans l'idée, il y a un peu de ça. Et voilà, hein. Bon, en tout cas, c'est une grosse prouesse technique, hein, ce qu'on a fait, parce que mine de rien, on avait donc on a de la réa, on a des musiques, on a des extraits, on a du fond vert en introduction, comme vous avez pu le voir, c'était quelque chose qui était pré-enregistré, et du fond vert et de la 3D là-dessus. Et en même temps, on avait comment ils appellent ça, pas un duo, en studio. Non, j'ai plus le mot. Plateau. Quand t'as une autre personne qui est à côté, en dehors du plateau, à l'extérieur, en télé. Tu vois, t'as aussi le mot, toi ? Ouais. Non, j'ai pas le mot. D'accord, et bah c'est pas grave. J'ai pas les mots. T'as pas les mots. Mais en tout cas, on avait une autre personne qui était de l'autre côté, dans une autre pièce, en train de suivre le retour et d'écouter nos petits indices sonores pour savoir quand arriver. Et en même temps, on vous montrait
eh bien, le retour de sa tablette, donc des signes sur tablette. Et à la fin, donc, on vous a montré case par case en live, et ça c'est très particulier parce que c'est quelque chose qu'elle venait de finir. Donc pendant l'extrait, on a tout rushé là pour mettre les médias sur l'ordinateur. Et pour tout ça, eh ben, nous on est sur l'écriture, sur l'organisation, la mise en place, mais tout le côté informatique, il y a une personne. Et ça, c'est une prouesse incroyable. Donc c'est pour ça que moi j'aimerais bien remercier Romain, parce que c'est assez chaud de faire ce boulot-là tout seul. Et non, il devrait y avoir beaucoup plus de personnes à sa place. Voilà. La sueur est présente. Mais on le remercie vraiment pour ces quelques émissions, parce que du coup, ça va être sa dernière ce soir. Pour certaines raisons, il a décidé de nous quitter. Mais non, mais c'était super d'avoir pu faire ça, un plateau multicam avec un technicien qui fait des trucs en live, et il y a des transitions, il y a des trucs. On dirait je parle genre je connais rien. Genre, tu sais, oui. Alors qu'en vrai je connais tout. Il y a des fenêtres. Il y a des fenêtres. Des câbles. Non, en vrai je connais tout parce qu'on étroitement nous trois en fait. Tu dis qu'on fait l'écriture, mais c'est vrai qu'en amont on travaille la technique tous les trois évidemment sur l'installation, parce que vu le plateau, je regardais tout à l'heure, j'étais en train d'installer quand t'étais pas là tout seul, j'étais en mode il y a plein de trucs à faire. Beaucoup de choses. Et genre tu sais pas par où commencer, les 3 caméras à mettre, les câblages et tout, c'est incroyable. Mais non, mais d'avoir un réalisateur en live, et effectivement on espère agrandir l'équipe et d'avoir des lives de plus en plus qualitatifs, parce que c'est ça aussi qui compte. Exactement. Donc là, comment est-ce qu'on fait là si on n'a plus notre technicien et tout? Et malheureusement, on va devoir réduire notre rythme d'émission, qui est déjà bien réduit souvent, mais parce qu'il y a des malades à chaque fois sur les émissions. Mais c'était quelque chose de voulu, c'était quelque chose de pensé. D'être malade? Non, pas d'être malade. de réduire un peu le rythme des émissions, parce qu'on va s'aventurer vers de nouveaux horizons avec notre émission. Et donc, en fait, là, ce qu'on va faire, ça va être pour vous, les viewers, dans le futur. Mais on est en train de développer d'autres formes autour de cette émission-là. C'est quelque chose qui va vraiment être un travail de longue haleine. Mais à terme, je pense que ça va énormément bénéficier à ces émissions-là. Donc on a hâte de vous en parler un peu plus en détail quand on pourra le faire. On garde un petit peu la surprise. Mais sachez que ce travail qui va en découler, je pense qu'on va pouvoir quand même le mettre sur les réseaux. On va pouvoir... Oui, que de mystère. Voilà, vous pourrez suivre quand même tout ça sur les réseaux. Oui, bah oui. Faut qu'il y ait une restitution. On prépare quand même des choses assez intéressantes autour de l'émission. Donc voilà, on ne lâche pas l'émission, bien au contraire. Bon, il est temps de se souhaiter bonne soirée. Merci Nino d'avoir joué le jeu, d'avoir participé au truc. Merci Morio Show. Ouais, de rien. C'est nous. C'est nous. Et je dois dire ça aussi, que je suis grosse fan de Morio Show. D'accord. C'est Poupétrice, notre première fan. On l'a expliqué sur les lives. Ouais. Et bonne soirée Romain du coup. Bonne soirée. Et vous ne savez pas encore, mais je vais revenir encore plus fort, comme dans les shonen. Exactement. Yes. C'est la période d'entraînement en fait là pour lui. C'est l'entraînement. Et bonne soirée tout le monde, et bonne soirée Jérôme. Donc salut à tous. Bonne soirée Evan, bonne soirée Nino, bonne soirée Romain, bonne soirée à vous les viewers. Et on se retrouve pour une prochaine émission. Ne vous inquiétez pas, on va quand même continuer les émissions. Salut, bye bye.